vitrine de cette édition, l'engagement du conseil municipal de la commune rurale de Malba dans le sud-ouest. Le maire et ses conseillers promettent aux habitants de travailler dans la transparence et surtout de rendre la commune émergente d'ici la fin de son mandat. Dans 5 ans, les détails à suivre dans un instant. Et puis à suivre aussi la nouvelle trouvaille des équipes de recherche de l'INERA. Elles ont réussi à maîtriser le cycle de reproduction des chenilles de qualité. Et désormais, il est possible d'en élever. Fini donc la rupture constatée pendant la saison sèche de cette denrée très prisée dans l'ouest du Burkina. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Les élections sont bien loin derrière. La formation des équipes dirigeantes des collectivités aussi, mais pour mieux travailler pour les populations, il faut d'abord se faire connaître d'elles. Le conseil municipal de la commune rurale de Malba dans la région du sud-ouest s'est prêté au jeu le 27 août dernier. Fort de 70 conseillers, l'équipe promet à ses administrés de travailler à faire émerger leur commune. Justin Karambiri et Issa Kanana nous en disent plus. Émergente, c'est l'ambition que se fixe le tout nouveau maire, Florent Dayermalo Kambou, et l'ensemble de son conseil municipal mis en place le 21 juin dernier. Fort de 70 conseillers issus de 3 partis politiques, notamment le MPP, l'UPC et le CDP, c'est une nouvelle équipe consciente donc des défis à relever. Et il faut vite se mettre à la tâche pour répondre aux aspirations de la population, surtout sa frange jeune. Créer des emplois pour les jeunes, réfectionner le centre de promotion et loisirs au niveau de Malba. C'est des maires, quand ils viennent comme ça, là, ils prennent leurs décisions sans consulter les jeunes. S'ils arrivent à réaliser ce que nous souhaiterons, il n'y a pas de problème. La création d'emplois, le désenclavement de la commune, l'éducation, la santé. Nous n'avons qu'un seul CSPS. Alors les conditions d'accueil ne sont pas ça. S'il faut parcourir 20 km pour aller dans un CSPS à pied, ce n'est pas intéressant. C'est gourrier à ce qu'on ait au moins 2 CSPS dans les 4 points cardinaux. Des défis immenses pour le conseil municipal et pour y arriver, le maire et l'ensemble de ses conseillers disent compter sur le soutien sans faille des fils et filles de la commune. D'ores et déjà, Malba peut compter sur l'accompagnement d'une société minière installée dans la localité qui a offert pour la circonstance une ambulance à la population. Restons dans le sud-ouest pour évoquer cette passation de charges. Les directions régionales de l'éducation nationale et des enseignements secondaires ne font plus qu'une, avec désormais à leur tête l'inspecteur de l'enseignement du premier degré, Manegue Bamba Marius Zungrana. Cérémonie de passation de charges suivie par Justin Karambiri et Draman Kabore. Managbamba Marius Zungurana est désormais le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et celui de l'enseignement secondaire du Sud-Ouest. Il a été officiellement installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernorat des régions. Je vous déclare installé dans vos fonctions avec toutes mes félicitations. Revêtu d'une double casquette, Managbamba Marius Zungurana remplace respectivement ses homologues Thomas Da et Abdoulaye Ouattara qui auront passé 1 an dans ces 2 directions. 1 an, ça a été suffisant de voir les différents volets qui étaient en chantier, à savoir promouvoir l'accès des élèves par la construction des infrastructures. Et à l'égard du directeur entrant, il doit se battre d'abord parce que notre région est une région qui est déficitaire dans bien des domaines au niveau du personnel enseignant et ce sont les déficits les plus criards. Précédemment drainant du centre, l'inspecteur Zungurana dit s'inscrire dans la dynamique de la continuité de l'administration publique. Il compte donc sur ses supérieurs, les autorités administratives, ses collaborateurs et partenaires pour relever les défis de l'éducation et de l'enseignement au sud-ouest. Éducation toujours, fin de formation pour la première cuvée des écoles professionnelles de formation des enseignants du primaire de Dédougou et de Tougan. Dans la boucle du Mouhoun, quelques 228 diplômés qui, après 2 années de formation, se disent prêts à embrasser la carrière d'instituteur. Le film de la cérémonie de remise de parchemin avec Julien Bayala et Karim Ouedraogo. Ce sont au total 288 élèves maîtres qui sont prêts à prendre d'assaut le vaste chantier de l'éducation. Après 2 années de formation dans les écoles professionnelles de formation des enseignants du primaire Saint-Hervige de Dédougou et de Tougan,
Ces élèves maîtres sont dotés de compétences de base. Ils ont franchi une étape et s'interrogent déjà sur leur avenir. La vie est une succession d'étapes. La première étape franchie et le reste sont les autres. Allons-nous demeurer des demandeurs d'emploi, des chômeurs ou des buveurs de thé? Quel avenir pour nous? Et là, moi, je les ai encouragés, attendant que la fonction publique nous emploie. Il faut penser à l'auto-emploi. Il ne faut pas chaque fois dire qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, mais plutôt penser maintenant qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Les acteurs de l'éducation présents à cette cérémonie de sortie de la première promotion des deux écoles ont félicité les formateurs et les lauréats. Ils ont invité aussi les nouveaux enseignants à ne pas baisser les bras devant cette lourde tâche qui les attend. Il faut qu'ils aient la rage de réussir. Personne ne peut construire à leur place. Ils se sont battus, ils ont eu le diplôme et ils doivent préparer les autres étapes. La vie de tous les jours est un combat. Et c'est en octobre 2014 que les écoles professionnelles de formation des enseignants du primaire Saint-Hervige de Dédougou et de Tougan ont ouvert leurs portes. Je vous le disais en titre, la valeur nutritive de la chenille de karité n'est plus à démontrer et en élever est désormais possible. En tout cas, les chercheurs ont mis au point une technique permettant d'en cultiver même en saison sèche. Comment? Élément de réponse dans ce dossier signé Drissa Traoré et Sanouhan Christine Koulibaly. Disponibiliser la chenille de karité fraîche en toute saison, voilà le défi que s'est fixé l'INERA depuis 3 ans déjà. La recherche s'est intéressée à cet insecte pour la simple raison que ça joue un rôle très important en matière alimentaire. Comme la chenille manque à un moment donné sur le marché, la recherche s'est dit pourquoi ça manque sur le marché. Qu'est-ce qui serait fait à ce niveau pour que la chenille soit disponible les 12 mois sur 12 de l'année? La réponse à cette question passe par la maîtrise de la technique de l'élevage, ce qui induit la réduction de la diapause de l'insecte, c'est-à-dire la période obligatoire de 10 à 11 mois, durant laquelle la chenille s'enterre ou s'endort pour atteindre les conditions optimum de sa transformation en papillon. Au niveau de la recherche, qu'est-ce que nous avons fait pour lever cette diapause? C'est utiliser le produit qui est une hormone pour, de façon artificielle, lever cette diapose. Et je peux vous dire avec certitude que, effectivement, nous avons maîtrisé cette technique. C'est dire donc que la chenille est en passe d'être domestiquée avec comme perspective une production industrielle. Nous avons trouvé la possibilité de pouvoir disposer des chenilles toute l'année et il reste à qui le droit de pouvoir s'engager dans ce sens. Je pense qu'avec cette volonté, nous allons arriver à transformer cet aliment qui est très prisé dans la région de Bourg-Glasso et qui va être aujourd'hui un des aliments sur lesquels il va falloir compter pour lutter contre la malnutrition. La transformation reste une autre paire de manches. La transformation des chenilles de qualité à notre niveau, c'est à un état embryonnaire. Ça fait 2 ans maintenant que nous faisons des chenilles en poudre et nous faisons aussi des chenilles frites, salées, conditionnées. Mais nous sommes en train de réfléchir pour que dans les 2 ans à venir, pour que nous puissions passer à la phase industrielle. Parce que c'est ça qui va nous permettre vraiment de capitaliser la valeur ajoutée. De belles perspectives donc, mais qui pourraient être anéanties par les menaces qui pèsent sur la chenille, dont les parasitoïdes qui s'attaquent aux œufs et à la chenille elle-même, mais pas seulement. Le changement climatique a amené un certain nombre de modifications dans la nature, de comportement aussi bien sur le plan végétal que sur le plan animal. Et ceci peut contribuer, si vous voulez, à baisser le niveau de population de ces chenilles-là. Mais il y a également aussi l'activité humaine. L'activité humaine avec la coupe abusive des karités et l'utilisation des pesticides. Vigilance donc si l'on veut pérenniser cet insecte qui constitue une importante source de revenus pour de nombreuses femmes et une précieuse source de protéines animales. Vigilance, d'autant plus que selon la FAO, les insectes pourraient constituer la base de l'alimentation dans le monde d'ici à 2050. Retour à Ouagadougou, la 2e édition du festival Tome 5 du nom du père de la Révolution burkinabé d'août 1983 se tiendra du 9 au 15 octobre prochain à Ouagadougou.
Ces promoteurs étaient face à la presse ce vendredi pour décliner les principales activités et on apprend que des concerts musicaux, des projections vidéo et un dîner gala sont au programme. Mathias Drabo, Ibrahim Sanou et Oumar Zombré. Le Centre culturel africain Thomas Sankara, CCATS, veut rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Et c'est sous le thème « Rôle de la jeunesse dans l'édification d'une croissance responsable au Burkina » qu'il organise un festival dénommé Festival Tom 5. Durant une semaine, plusieurs activités vont rythmer cette manifestation. Nous aurons des conférences sur le civisme, dont la population cible, c'est les élèves, en partenariat avec l'ONACER. Nous aurons une rue marchande culturelle où il y aura des stands de Bissa, Gourounsi, Samo, Lobby. Donc nous profitons pour inviter toutes les associations culturelles à en tout cas nous contacter aussi pour déjà la prise des stands. Et il y aura aussi des projections cinéma, le coffret de Alain Foucault que nous aimerions projeter dans des espaces pour les populations. Mais il faut dire qu'Alain Foucault, nous l'avons contacté mais sans réponse pour l'instant. Et il y aura aussi des conférences débats sur le thème rôle et place de la jeunesse dans l'édification d'une croissance responsable au Burkina, qui est le thème du festival de cette année. Et il y aura aussi des expositions photos, c'est-à-dire les archives de Thomas Sankara, des festivités médiatiques à la radio, à la télé et sur les réseaux sociaux. Cette deuxième édition est prévue pour se tenir du 9 au 15 octobre 2016 à Ouagadougou. Et les promoteurs demandent la mobilisation de tous pour faire de ce festival un succès. Un mot de religion pour terminer. Le premier convoi au départ de Bobo Dioulasso pour l'Arabie Saoudite a décollé hier jeudi avec à bord 500 pèlerins qui vont y accomplir le Hajj. Ils sont en tout 1500 inscrits à Bobo Dioulasso pour le pèlerinage et 2 autres vols sont encore à programmer. Drissa Traoré, Ali Traoré. Sereins, ils le sont tous désormais. Ces pèlerins, une fois à bord de la Boeing 747 de la Flynas, ne cachent pas leur joie. On remercie beaucoup le Tout-Puissant de nous avoir accordé ce voyage. On va quitter le Burkina pour atterrir à Médine pour accomplir le pèlerinage, Inch'Allah. Tout musulman prie Dieu pour pouvoir quand même accomplir ces piliers de l'islam. Donc c'est un sentiment de joie et de fierté qui nous anime tous. Mais avant cet embarquement, les pèlerins ont franchi plusieurs étapes. Vérification d'identité et autres documents, passage au scanner, bref, tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité. En termes de sécurité, on regarde, si vous voulez, tous les aspects liés à la navigabilité des avions. Pour ce premier départ à Bobo Dioulasso, les autorités de la région sont venues apporter leur soutien et encourager les pèlerins. Je suis venu pour témoigner l'intérêt que le ministère et le gouvernement accordent à ce pèlerinage et souhaiter à l'ensemble des pèlerins un excellent voyage à Médine. Dans les années à venir, il faut travailler pour qu'on puisse aller un peu tôt. Bon, sinon vraiment tout passe bien. Donc sauf les retards qu'on a un peu acquis. Initialement prévu pour 4h20, le premier convoi de 500 pèlerins a décollé ce jeudi à 9h du matin. C'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité tout au long de la semaine. L'information se poursuit sur nos antennes tout à l'heure à 20h. Nathalie Kaoré vous retrouve.